Après avoir traversé un ravin escarpé, nous parvînmes à un groupe d'habitations que l'on nous dit être le seul existant sur toute l'île. Le chef répéta à plusieurs reprises le mot cloc-cloc, que nous supposâmes être le nom du village, ou le nom générique attribué à tous les villages. Cloc-cloc était situé dans une vallée d'une certaine profondeur, et l'on ne pouvait y accéder que par le sud, la muraille abrupte fermant l'accès dans toute autre direction. Comme nous approchions du village avec Too-Wit et sa bande, nous fûmes accueillis par une foule de naturels qui se précipitaient sur nous, en poussant des cris et en répétant les mots que nous avions déjà entendus. « Alamomo! Lama! Lama !» Nous fûmes très étonnés de découvrir que ces nouveaux arrivants étaient, à une ou deux exceptions près, entièrement nus, les peaux à fourrure n'étant à l'usage que des hommes des canots. Il y avait une multitude de femmes et d'enfants, les femmes ne manquant pas d'absolument de ce qu'on peut appeler beauté personnelle. Elles étaient grandes, droites, bien faites, et étaient douées d'une liberté, d'une grâce qu'on ne rencontre pas dans une société civilisée. Les habitations du village n'étaient pas construites sur un plan uniforme. Les plus nombreuses consistaient en de petites cavernes peu profondes dont était égratignée la surface d'une paroi de pierre noire qui bordait 3 des côtés du village. L'habitation de Too-Wit consistait en un arbre coupé à 4 pieds de la racine avec une grande peau noire étalée par-dessus. Nous y fûmes conduits dans la plus grande solennité et derrière nous s'amassa une foule de naturels. Too-Wit s'assit et nous engagea par signe à suivre son exemple. Nous lui obéîmes et nous nous trouvâmes alors dans une situation singulièrement incommode. Nous étions assis par terre au nombre de 12, avec les sauvages au nombre de 40 accroupis sur leurs jarrets, et l'océan de si près que, s'il était survenu quelque désordre, il nous aurait été impossible de tirer nos armes, ou même de nous dresser sur nos pieds. Notre principale sécurité était dans la présence de Too-Wit parmi nous, et nous résolûmes de le serrer de près et de ne pas le lâcher, bien décidés à le sacrifier immédiatement à la première manifestation hostile. Le chef nous adressa une harangue d'une belle longueur, qui ressemblait fort à celle qui nous avait été adressée des canots, sauf que les Anamumui étaient un peu plus vigoureusement accentués que les Lama. Nous écoutâmes ce discours dans le plus grand silence. Le capitaine Guy y répondit, en assurant le chef de son amitié, de son éternelle bienveillance, et il conclut sa réplique en lui faisant cadeau de quelques chapelets ou colliers de verroterie bleue que Too-Wit reçut avec une certaine expression de dédain, et d'un grand couteau qui lui causa une satisfaction indescriptible. Nous commençâmes alors à lui faire subir une sorte d'interrogatoire dans le but de découvrir quels pouvaient être les principaux produits du pays. À la longue, il parut se faire une idée de ce que nous voulions dire, et il se proposa de nous accompagner dans un certain endroit de l'île où nous devrions, nous assura-t-il, trouver des mollusques en quantité abondante. Nous saisîmes cette occasion d'échapper à l'oppression de la foule, et nous manifestâmes notre impatience de partir. Too-Wit nous guida, accompagné par toute la population du village, à l'extrémité sud-est de l'île, où nous vîmes des coquillages en quantité plus abondante que n'en avait jamais vu le plus vieux de nos marins. Nous en aurions facilement chargé une 12aine de navires s'il eût été nécessaire. Puis nous prîmes congé de Too-Wit et nous retournâmes à la goélette. Les jours suivants, nous fûmes abondamment fournis en provisions fraîches que les sauvages nous apportèrent, et en retour de toutes ces bonnes choses, nous offrîmes aux naturels des bijoux de cuivre, des colliers à grains bleus, des clous, des couteaux, de grands morceaux de toile rouge, et ils se montrèrent parfaitement enchantés de l'échange. Nous établîmes un marché régulier, juste sur la côte, juste sous les canons de la goélette, et tout le trafic s'y opéra avec l'apparence de la bonne foi. Les choses allèrent ainsi fort aimablement durant le mois. Des bandes de naturels vinrent fréquemment à bord de la goélette, et des détachements de nos hommes descendirent souvent à terre, faisant de longues excursions dans l'intérieur. À la fin du mois, nous avions complètement fini nos préparatifs de départ. Cependant, nous étions convenus de faire une solennelle visite au village de Cloc-Cloc. À cette époque, nous aurions été les plus défiants des hommes si nous avions soupçonné
la moindre pensée de perfidie de la part d'un peuple qui nous traitait si bien. Cependant, nous ne négligeâmes aucune précaution préalable. 6 de nos hommes restèrent à bord de la goélette, avec pour ordre de ne laisser s'approcher aucun sauvage, sous quelque prétexte que ce fût, durant notre absence, et de rester constamment sur le pont. Aucun sauvage ne devait pouvoir approcher de notre navire, d'aucun côté, sans être aperçu et sans s'exposer immédiatement à la portée de notre feu. Et puis, notre détachement se composait de 32 individus, armés de pistolets, de fusils et de poignards. Une centaine de guerriers, vêtus de peau noire, vinrent à notre rencontre au débarquement pour nous faire la conduite. Je dois dire que nous remarquâmes alors qu'ils étaient complètement sans armes, et quand nous questionnâmes tout relativement à cette circonstance, ils nous répondit simplement « Mati, oui, non pas passé, c'est-à-dire là où tous sont frères, il n'est pas besoin d'armes. » Nous prîmes cela en bonne part et nous continuâmes notre route. Nous entrions dans une gorge étroite qui serpentait à travers les collines d'une pierre de savon. Le ravin avait probablement à une époque reculé, formé le lit d'un torrent et se contournait en mille sinuosités à travers les collines. Les versants de cette vallée montaient à une élévation surprenante, obscurcissant tellement la passe que la lumière du jour n'y parvenait qu'à peine. Quelquefois, elle se rétrécissait au point de ne livrer passage qu'à 5 ou 6 hommes de front. Bref, il ne pouvait pas y avoir au monde d'endroit mieux choisi pour une embuscade, et il n'était que tout naturel de veiller soigneusement à nos armes quand nous y entrâmes. Nous nous fiâmes sottement à la force de notre troupe, à l'absence des armes chez Too-Wit et ses hommes, à l'effet sûr de nos armes à feu, qui étaient encore un secret pour les naturels, mais avant toute autre chose, à la longue affectation d'amitié de ces infâmes misérables. Les sauvages marchaient devant et derrière nous tout le long de la ravine. 5 ou 6 d'entre eux ouvraient la marche, écartant pompeusement les grosses pierres et les débris qui entravaient nos pas. Ensuite venait notre bande, serrés les uns contre les autres, et ne prenant d'autre souci que d'empêcher notre séparation. Derrière venait le corps principal des sauvages dans un ordre et un décorum tout à fait insolite. Non pas passé. Tout va bien. Tout va bien. J'ai trouvé. Gordon Pym. Dirk Peters et moi marchions à la droite de nos camarades. Une fissure dans la roche tendre attira notre attention. Elle était d'une largeur suffisante pour permettre à un seul homme d'y entrer sans se serrer. Et elle s'enfonçait dans la montagne à travers la crevasse, courait 1 ou 2 ou 3 arbustes que j'eus la curiosité d'examiner. Puis, comme je me retournai, je vis que Peters m'avait suivi. Je le priai de reculer pour faire demi-tour. Quand j'éprouvai soudainement une secousse qui ne me rappela rien qui m'eût été familier, comme si les fondations de notre globe massif s'étaient entr'ouvertes et que nous touchions à l'heure de la destruction universelle.